Bonsoir Yael, bienvenue. Ce mois-ci, Home Cinéma déménage, mais on ne perdra pas l'essentiel, un décor cosy à souhait et des invités passionnants comme il se doit. Yael André est l'intrigante réalisatrice de Quand je serai dictateur, un projet très original qui n'a pas volé son Magritte du meilleur documentaire. Catherine Marchand, elle, en est déjà à son 2e Magritte dans la catégorie des meilleurs costumes. Bref, 2 créatrices belges originales, 2 visions du cinéma à découvrir d'urgence, en plus de nos rubriques habituelles. Installez-vous confortablement. Chère Yael, chère Catherine, bonsoir. Alors comme vous pouvez le constater, ce mois-ci on a changé de décor. Donc c'est Hubert Pouy, chef décorateur entre autres de Marina, sur lequel d'ailleurs tu as travaillé, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans son magnifique loft. Donc voilà, alors je suis très content de vous accueillir. Je suis d'autant plus content que c'est la première fois que nous accueillons une chef costumière, hein, un métier que le public connaît peu. Donc Catherine, tu es entre autres la costumière 2 fois Magrittée. Hein, tu as reçu le Magritte en 2014, je crois, pour VJ&I, ouais, de Sam Gabarski. Et tu as reçu le Magritte cette année, alors, pour Marina. Et une autre Magrittée, Yael André. Toi, tu as reçu donc, le Magritte du meilleur documentaire cette année pour Quand je serai dictateur. Ici, ma bonne éducation judéo-chrétienne et bourgeoise a fait de moi un être plus ou moins civil et policier qui dit merci à la dame et ne traverse pas au feu rouge. Mais là-bas, à l'autre bout de l'univers, là-bas, je flingue sans sourciller et sans sommation tous les fâcheux et les importants. La guichetière infatuée, paf. Le conducteur de 4x4 grassouillet, bang, bang. Les curés onctués et leurs scouts gominés. Les mères hystériques, les rabat-joie moralisateurs, donneurs de conseils, paf. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire, ce documentaire? Je dirais d'abord que c'est un film qui est un peu un miracle. Je vais me jeter des fleurs. Mais jette-toi des fleurs, vas-y. C'est un film que j'ai écrit, produit, réalisé, commenté, diffusé, distribué. Enfin, j'ai fait un peu homme orchestre sur ce film. Mmh. Et contre toute attente, c'est pour ça que je dis que c'est un miracle, il a eu un succès... Enfin, il a fait le tour de la planète. Il a été programmé à Taïwan, en Mexique, en Turquie, en Grèce. Oui. Et c'est traduit en 9 langues et tout ça. Et comme c'était un petit film en termes de production, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il tourne comme ça. Et comment tu l'expliques? C'est parce que c'est un film qui a été réalisé à partir d'images amateurs, ouais. Super 8 et Super 8. Et je pense qu'il y a quelque chose de touchant dans ces images-là qui a fait le succès du film. Et donc c'est ça qui m'a étonnée. C'est-à-dire que finalement des images amateurs belges de gens qui filment en vacances, etc., touchent des gens aussi bien à Taïwan qu'au Mexique. Je veux dire que le public s'est reconnu dans ces images. Je pense. Enfin, c'est mon explication. Nous avons 17 ans. La première fois que je vois Georges, je ne le vois pas. Il est en retrait, timide peut-être. Comme tu l'as dit toi-même, c'est basé sur des images d'archives que tu as été prendre. C'est des images amateurs que tu as été prendre, pas d'archives, mais amateurs que tu as été prendre chez des gens. Mmh. Donc en fait, cette partie-là a été la plus facile. Souvent on me demande comment est-ce que tu as trouvé ces images-là. En fait, dans toutes les familles, dans tous les greniers, dans toutes les caves, il y a des bobines de films auxquelles les gens ne font pas attention. Et donc très vite, on s'est retrouvés avec une centaine d'heures. Donc il y a eu un gros boulot de transfert de toutes ces images-là, de tri, de nettoyage. Ces images qui étaient rayées, qui étaient en vrac, qui étaient oubliées depuis des décennies. Et alors, en termes de temporalité, c'est les premières Super 8, c'est les années 40, et les derniers, c'est les années 2000, donc ça court 60-70 ans d'années. Je dis les derniers parce que moi-même, j'ai tourné en Super 8, donc j'ai mélangé mes propres images à celles des autres. Mais c'est un documentaire que tu avais déjà en tête depuis longtemps? En fait, donc, en production de film, on est obligé d'écrire un scénario pour avoir les extraits. Donc j'ai écrit un premier scénario que j'ai petit à petit ajusté en fonction des images qu'on a montées, quoi. Donc le récit a émergé progressivement. Il n'était pas là au départ. D'accord.
Ce qu'il y avait au départ, c'est l'idée qu'il y ait des mondes parallèles et que chaque chapitre serait construit sur un monde parallèle et qu'on profiterait de ces mondes parallèles pour monter certaines parties. Donc par exemple, quand je serai une aventurière, on a pris toutes les images coloniales en Afrique. Je me suis dit, c'est vraiment intéressant qu'il y ait un chapitre là-dessus, parce que c'est quand même très parlant de l'histoire de la Belgique, ce rapport à l'Afrique, ce rapport au regard, la manière d'aller filmer là-bas et le rapport qu'il y a entre celui qui est derrière la caméra et celui qui est devant, enfin, tout ça, ça m'intéressait. Donc j'ai écrit un chapitre. En fait, c'est à la fois une fiction et un documentaire, Quand je serai dictateur. C'est-à-dire que la voix off fait penser que c'est une fiction et l'image, c'est un documentaire. Alors je lui dis, Georges, partons ensemble à l'autre bout du monde. Dans cet univers-là, je n'ai peur de rien et je porte une tenue en cuir de serpent python. Alors, dis-moi un peu, qui est ce Georges dans ce film ce fameux Georges? Alors, c'est évidemment quelqu'un de réel, dont je ne vais pas révéler l'identité ici, puisque je ne l'ai pas révélé dans le film. Mais c'est une identité fictionnalisée quand même un petit peu. C'est-à-dire que le vrai Georges a bien fait tout ce qu'il a fait, tout ce que je raconte dans le film, sauf qu'on n'est jamais allé dans la Lune, on n'a jamais été voyageur spatio-temporel, et on n'est jamais allé en Afrique. Mais on n'imagine pas une production qui nous paye un voyage en Afrique, en Mexique, machin. Enfin, ça, c'est le côté riche du Super 8, quoi. C'est un film un peu à tiroir, donc tu peux le prendre par différents bouts et l'interpréter un peu comme tu l'entends. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu, en fait. C'est-à-dire, moi, je voulais pas qu'il y ait mon interprétation qui prime, et donc j'ai essayé d'enlever le plus possible tout ce qui pouvait induire une direction d'interprétation. Et la plupart de mes films, je les conçois comme ça, c'est-à-dire comme quelque chose où le public doit venir y ajouter sa pièce. Le film sur le public n'existe pas. Et donc c'est à chacun d'aller interpréter, de donner son sens, quoi. D'où la part un peu de mystère que tu veux laisser, de pas forcément clarifier les choses. Moi, je trouve pas ça intéressant. Ouais. Enfin, je trouve pas que je suis propriétaire du sens du film, voilà. Alors dis-moi, Yael, le film, est-ce que le public peut le voir? Est-ce qu'il peut le trouver quelque part? Non, nulle part. Non, je blague. On est en train de travailler à l'édition DVD du film. D'accord. On peut le voir, oui, on peut le voir au Mexique. Il fait le tour de tous les États du Mexique pour le moment. Au cas où des Belges seraient en vacances Voilà. au Mexique. Ouais. Donc suivez l'actualité cinématographique là-bas. On peut le voir en France, dans pas mal de salles, enfin ponctuellement. Et puis sinon, il y aura l'édition DVD assez vite. Tu vas vraiment mettre ta photo sur ce site? Oui, c'est pour ceux qui paient. Mais c'est trash quand même. C'est moins dangereux que d'être pauvre. Allez. How much do you want to carry my child? 50,000 euros. You're not going to change your mind? No. I want 25,000 euros. We said after the birth. Nous avons un rêve toutes les deux. Nous détruisons le bateau. How tiring it is, bringing up a kid alone on top of the whole rest. It's easy for you to judge. You have children. Je me sens sale et dégueulasse de faire ça. What? D'abandonner un enfant! There is no abandonment. Tu vas te réveiller un matin, cet enfant sera là, et toi tu l'aimeras tout de suite. A real baseball mom. Et donc Mélodie, sur lequel tu as travaillé Oui. comme costumière, hein, je rappelle. Avec au public. Bernard Belfroy. D'ailleurs, c'est une bonne expérience. Intéressante, très intéressante, intensive. Pourquoi? Le film parle de la maternité et c'était au propos comme au figuré un vrai accouchement heureux. Accouchement heureux?
Bernard est très, très présent en fait. Donc il demande énormément d'attention. Donc il fallait vraiment, il devait être à tous les stades du travail. Donc c'était ce qu'on appelle une collaboration. C'était un peu, je faisais un pas, il en faisait un et ainsi de suite, quoi. Et donc justement, alors toi, comment se passe en tant que costumière la gestation? Parce que c'est quelque chose finalement que le public connaît très peu. Est-ce que, par exemple, tu travailles longtemps à l'avance sur un film quand tu prépares les costumes? Est-ce que tu en discutes beaucoup avec le réalisateur? Est-ce que tu attends qu'il te donne des conseils ou c'est plutôt toi qui proposes? En fait, toutes les approches existent. Bon, d'abord, la première chose, ça dépend de l'argent qu'on te donne. Donc par rapport à ta question sur le temps, si on me donne de quoi travailler avant, bien sûr, je le fais, quoi, parce que au plus tu travailles, au plus tu amènes des choses différentes. Ça, il n'y a pas de secret. Pas... Maintenant, tu peux faire aussi des choses très intéressantes dans l'urgence. Donc ça dépend d'un projet à l'autre, quoi. Et ça a été sur Marina, par exemple, qui étaient des costumes d'époque. Alors, Marina, c'était un autre type de travail. Marina, de Stijn Konings, je rappelle. Stijn Konings, absolument. Malheureusement, sur Marina, vraiment pas beaucoup d'argent. Là, l'adéquation était de comment habiller 800 personnes avec 80 € par personne. Voilà. Après, tu te débrouilles et tu fais ce que tu veux, quoi. Et puis, à travers ce filtre-là, déjà, faire son job après. C'est-à-dire choisir des vêtements qui conviennent esthétiquement aux acteurs. Et en l'occurrence, en bout de course, c'était plutôt chouette, en fait. Bon, la période est facile aussi. 1940, 1950, c'est vraiment une très belle période au niveau des vêtements. Pourquoi? Parce que il y a de la texture, il y a des choses dans les modèles sont intéressants tant pour les femmes que pour les hommes. Tu as des tissus différents, tu as des matières, donc il y a une richesse encore. Donc, tu as encore pas mal de détails que tu avais beaucoup en début de siècle, qui est peut-être la plus belle période, c'est de 1900 à 1930, où là, il y a une vraie richesse dans les vêtements. Mais tu as encore un peu ça en 1950. Donc c'est facile de faire des tenues qui plaisent dans l'œil des gens. Et par exemple, quel est l'acteur que tu as le plus aimé dans toute ta carrière, le plus aimé habiller? Est-ce qu'il y en a un déjà, ou est-ce qu'il y en a une actrice? Il y en a plusieurs, c'est difficile de citer quelqu'un. D'abord, j'ai que 10 ans derrière moi, donc j'ai pas tant d'acteurs connus, en fait. Il y en a un que je trouvais très intéressant, c'est Jérémy Régnier, parce que il est participatif, il s'approprie les outils qu'on lui donne, et il est demandeur d'outils. Et donc ça, c'est très très chouette, parce que c'est vraiment une relation. Yam Amenecker, pour ça, est vraiment formidable aussi. J'ai fait paradoxalement plus de films flamands que francophones, donc j'aime beaucoup travailler avec les acteurs flamands. Et pourquoi? Parce que ils sont plus ouverts, on va dire. Oh, je m'excuse. Oh, quelle coïncidence, madame. Laissez-moi tranquille. Puis-je vous aider à porter votre sac, madame? Ou votre livre? Je prends l'exemple de Patricia Arquette, avec qui j'ai travaillé, qui est, je trouve, vraiment formidable. Même si à un moment donné, elle n'aimait pas ce qu'elle faisait, il y a eu 2-3 moments où elle n'aimait pas ce qu'elle faisait, elle va faire son boulot jusqu'au bout, avec la même énergie, avec la même pêche. Et il y aura... tout le professionnalisme est là. Ce n'est pas toujours aussi facile, par exemple, avec des acteurs français, où c'est plus passionnel. Pour des costumiers, ça peut être beaucoup plus difficile, en fait. Donc c'est simplement un paramètre en plus à mettre dans la balance, alors qu'à la base, on en a déjà beaucoup à faire concilier, quoi. Donc, du temps, arriver dans les temps, arriver dans un budget, trouver ce qu'il faut, être à temps pour tourner, et en plus, essayer d'avoir un peu la part de soi-même là-dedans, essayer d'imprimer un tout petit peu quelque chose, quoi. Ce qui est pour moi la plus petite partie, en fait. C'est vraiment la cerise sur le gâteau quand j'arrive à me dire, OK, moi maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il y a déjà quelques mois, Rachel Lang, jeune réalisatrice très remarquée pour ses 2 courts-métrages, entamait le tournage de son premier long. Baden-Baden, c'est l'histoire d'une pérégrination existentielle vers l'âge adulte, soutenue par un casting intrigant.
Entre le rire et les larmes, on retrouve notamment Salomé Richard, Zabou Breitman, Claude Jansac et Sam Louick. Rencontre sur la terrasse d'un restaurant bruxellois avec vue imprenable sur le théâtre de la Monnaie. Baden-Baden, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, après une expérience professionnelle catastrophique à l'étranger, rentre dans sa région d'origine, retrouve sa grand-mère qui est diminuée par une chute dans sa baignoire. Et comme elle a 87 ans et qu'elle a du mal à se mouvoir, elle décide, Anna, qui n'a rien à faire de sa vie et de son été, de casser la baignoire pour faire une douche de plein pied alors qu'elle ne connaît rien au carrelage ni à la plomberie. Et donc voilà, c'est un peu le prétexte pour le temps d'un été, le temps d'un retour, essayer de devenir un homme avec un grand H. Donc c'est une jeune femme plutôt introvertie, qui passe par plein d'épisodes différents de sa vie, mais dont je pense qu'elle travaille à être heureuse, quoi, qu'elle travaille à son bonheur, quoi. Ce que j'ai fait, je crois que je suis un régisseur sur un tournage. Et je crois que j'ouvre une des portes pour le personnage principal, pour comprendre les pensées et les sentiments du personnage principal. Alors Anna, c'est un personnage qui était déjà présent dans les 2 premiers courts-métrages que j'ai faits, qui sont les 2 premiers volets d'un triptyque. Dans ce 3e volet, Anna va essayer de trouver dans le drame de la comédie. Il y a une gradation comme ça dans la comédie. Le premier est pas très comédie, le 2e un peu plus, et le 3e est plus une vraie comédie en fait. Je pense qu'il y a des éléments qui nous sont communs. On vit toutes les 2 à Bruxelles, on a toutes les deux un peu moins d'une trentaine d'années. On est toutes les 2 des filles. Rachel, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an, je crois. On m'avait appelé juste pour un rôle. Et le premier contact était bien, c'était clair. Et quand c'est clair, mon instinct me dit, voilà, fais ça. Même si c'est petit, tu le fais. Parce que tu sais, tu vas faire quelque chose de bien et d'artistiquement responsable aussi. Je pense que c'est une équipe qui a un potentiel énorme et je pense que ça va... C'est pas un petit film en tout cas, je crois pas que ce soit un petit film. Will das nochmal filmen oder was? Keine Zeit. So, sind wir da? Chiuso, non mi fanno più entrare. Ignoranti, ma poi ci parlo io, aspetta. E siamo noi che dobbiamo girare per dargli da mangiare lì, uno là. La signora dei diritti animali, che abbiamo fatto l'assemblea e hanno detto appunto di lasciarci lo spazio per dare da mangiare agli animali. Dico, perché mi hanno chiuso lì? Io vedi attaccato alla rete. Micio. Alors moi je ne sais pas ce qui m'a amenée à devenir réalisatrice, mais je sais que quand j'étais enfant et que je lisais les contes, etc., le rôle le plus intéressant c'était toujours des rôles pour les hommes. Et ça m'énervait. Parce que la princesse c'était la gourde qui tricote des bas pendant que l'autre allait combattre les dragons, quoi. Est-ce que tu pourrais concevoir un jour de faire un film féministe? Je ne sais pas si c'est le bon terme. Je suis désolé d'employer ce terme-là. Mais... Bizarrement, c'est toujours péjoratif. Oui. Puis moi, je trouve moi, ce que je n'aime pas, c'est de devoir se définir. Oui. Tu vois, moi, j'ai aucune envie d'être féministe ou pas. Mais par contre, au niveau de l'image, je n'aime pas l'image de la femme. Je déteste l'image de la femme qui est véhiculée dans les magazines de mode. Et même sur les écrans, quand tu vois en France, il y a une véritable obsession du poids chez les comédiennes. Mais ces pauvres comédiennes, l'obsession, elle vient aussi de la part des réalisateurs, des producteurs. Moi, j'ai entendu souvent des réflexions très agressive de la part de réalisateurs parce que telle actrice faisait du 40. C'est monstrueux de faire du 40 dans la vie, quoi. Moi, je fais du 40, hein, mais donc...
Donc, et qu'on ne peut faire que du 36, parce qu'il y a une logique aussi, c'est parce que les vêtements sont disponibles en taille 36, et donc c'est ça qui... En 36, ils ne vont pas les payer, en 38, ils vont les payer. Donc il y a des prêts de vêtements par les marques, mais comme ce sont des collections qui existent dans les showrooms, elles ne sont que dans une taille. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une espèce de demande d'être dans ces tailles. Mais on ne me demande jamais pour un acteur que lui soit dans la taille du showroom. On m'a jamais demandé que, je sais pas, moi j'en ai habillé quelques-uns qui évidemment n'ont pas cette taille-là, quoi. Toi, tu as la taille, donc ce serait très bien. Donc tu peux travailler sans problème. Tout à fait. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc ça veut dire que donc toi, évidemment, donc, du coup, tu te retrouves en première ligne de ce genre de considération, c'est-à-dire des commentaires totalement misogynes. Absolument. Et d'une pression sur les actrices. Alors. Oui, et de nouveau, c'est très culturel. Par exemple, tu prends l'Angleterre, là c'est plutôt l'étiquette, le style, mais quand tu vois les actrices en Angleterre, ce ne sont pas toujours des physiques parfaits, dans le sens, c'est pas des bimbos, quoi. Elles ont... en Hollande, tu peux en avoir qui ont du ventre. Je vais être un peu plus précise. Et ça posera aucun problème. On va jamais me dire, tiens, elle n'a pas une jolie silhouette. On va me parler du charme de la personne ou non. En France, on va me dire, oh, mais elle a du ventre, mais c'est pas possible. Mais alors, on doit faire que des plans américains, on doit couper ici. Et toi, tu t'es fait refaire? Qu'est-ce que tu t'es fait refaire, en fait? Écoute, les seins. Vous l'avez attendu patiemment et vous allez être récompensé. Dans les semaines qui viennent, le Belge Matthias Schoenaerts est à l'affiche de plusieurs grandes productions internationales dans son emploi favori de bourreau des chœurs. Vous en avez un? Oui, un officier. Bonsoir, mesdames. Le piano est à vous, j'imagine. Je vois tout ce qui se passe sous mon toit. Cet Allemand est notre ennemi. Vous comprenez, Lucille? Je n'ai rien en commun avec ces hommes-là. La seule personne avec qui j'ai quoi que ce soit en commun, c'est vous. Après la France de 1940, l'Angleterre victorienne inspirée de Thomas Hardy. Thomas Vinterberg, le réalisateur de Festen, adapte Loin de la foule déchaînée, un grand mélo où notre Mathias sort le grand jeu pour Carey Mulligan. Et ce n'est pas tout, on attend encore sa performance dans A Little Chaos face à Kate Winslet, un film qui devrait sortir très prochainement. I've been issued an invitation to the Louvre. Give me a kiss instantly or I shall take grave offense. I am no one. What could the interest be? You are no one where everybody is someone. Your Majesty. Some of the roses seem faded and overblown. That fate awaits all roses, sire. Walk with me. Et c'est une question que j'aime bien poser, que je vous pose à toutes les deux. C'est, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le cinéma belge attire plus de public dans les salles? Éducation. Éducation? Bah oui, ça passe vraiment par là. Éducation à l'image, éducation au cinéma, cours de cinéma. Dans les écoles? Oui, absolument. Mais c'est un problème en Belgique, en tout cas, du côté francophone. Hein. C'est pas du côté néerlandophone, ils n'ont pas ce problème, quoi. Mais ce qu'il y a aussi, c'est un problème concret, c'est-à-dire que Bruxelles déjà n'a pas beaucoup de salles de cinéma. Dès qu'on sort de Bruxelles, il reste Liège, et puis il y a peu de salles, quoi. Il y a peu d'écrans. Il y a plus de théâtre que de cinéma en Belgique, francophone. Donc déjà, voilà, s'il y avait plus de salles, si le public était plus éduqué à ou à voir ou à découvrir autre chose, ça irait déjà mieux. Ce mois-ci, optez pour la formule festive, interactive et noctambule des festivals. On vous en propose 2 et non des moindres. Du 23 au 26 avril, le Festival international du film policier de Liège célèbre sa 9e édition. L'Asie y sera à l'honneur, on y verra l'affaire SK1 avec Raphaël Personnaz et Olivier Gourmet en film d'ouverture, une affaire à suivre de très près.
Tournée générale d'hémoglobine. Le BIF est de retour pour une 33e édition juteuse à souhait avec 125 films au programme, 3 avant-premières mondiales, des expos, des concours, sans oublier le traditionnel bal des vampires. Une grande fête toujours logée dans le Palais des Beaux-Arts et qui fera la part belle au cinéma d'Amérique du Sud. Le Festival du film fantastique de Bruxelles, c'est du 7 au 19 avril. Bah écoutez, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir. Je suis très content de vous avoir accueilli dans l'émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à faire cette émission. Et j'espère que peut-être qu'on se recroisera plus tard dans une autre ou dans une autre vie, sur un tournage, je l'espère. Elle réalisatrice, moi je t'habille et toi tu me fais pleurer. Et moi, voilà. Ajoutons que cette émission est visible également sur le site de BTV et de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée et bon cinéma.